Bonjour à tous. Nous voici donc dans la vidéo, deuxième vidéo de cette série où on aborde en détail le fonctionnement d'une TSF. Alors, dans la première vidéo, il n'y a pas eu de questions particulières, je suppose que vous avez à peu près compris. Bon, après, en même temps, c'est vrai qu'il n'y a rien de compliqué non plus dans ce qu'on a abordé. C'est pas des choses très compliquées, mais ça fait partie des points quand même qui sont importants. Et celui qu'on va aborder aujourd'hui sera le deuxième point important. On y reviendra, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc, nous partons du principe que l'alimentation fonctionne, que l'alimentation a été refaite, que tout est bon, et on va voir la suite. Maintenant, on va progresser dans notre TSF. Alors, on est toujours sur des schémas de principe, c'est-à-dire que les valeurs qui vous sont données, tout ça, sont des valeurs de principe, c'est-à-dire que c'est une idée générale, hein, tout simplement. Donc il faudra adapter ça au schéma de votre appareil, mais enfin d'une manière globale, c'est toujours à peu près comme ça que ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce que... Donc toujours les mêmes mises en garde que par rapport à la vidéo précédente, hein. Concernant la haute tension, vous faites gaffe parce que forcément vous allez avoir à manipuler de la haute tension inévitablement, et dans une TSF c'est compliqué de faire sans, et donc forcément toutes les mises en garde de la vidéo précédente sont absolument valables pour celle-là. Donc il faut se méfier énormément. Donc là, on va voir l'amplification BF. L'amplification BF, en fait, on part déjà sur quelque chose de simple, et puis on verra une petite variante après. Enfin, des variantes, en fait, il y en a plein. Hein. Mais d'une manière globale, un amplificateur BF classique, c'est une pintode. La lampe, c'est une pintode. Alors, pourquoi pintode? Parce qu'il y a 5 éléments. 5 éléments. Donc, est-ce qu'on voit la souris? Oui, on voit la souris. Pas beaucoup, mais on la voit. Donc, il y a l'anode, il y a 3 grilles, et la cathode. Donc, pentode, 5 éléments. Voilà. Le chauffage, on le compte pas. On le compte pas parce que le chauffage, il est dans toutes les lampes. Hein. Sans le chauffage, une lampe, elle fonctionne pas. Mais on le compte pas en fait, parce que voilà, c'est pas un élément actif finalement. C'est un élément important, mais c'est pas un élément actif. Donc là, il a été représenté parce que bon, voilà, il faut quand même le représenter. Mais voilà. Donc la cathode, eh ben, c'est l'élément qui est en bas là. Voilà. Ensuite, il y a 3 grilles qui s'appellent G1, G2, G3. Et ensuite l'anode. Voilà, tout simplement. On va essayer de passer à la vue suivante. Voilà. Donc, G1, c'est une grille de contrôle. G2, grille écran. G3, grille d'arrêt. On va voir tout ça en détail, hein, évidemment. Hein. Je vous donne les noms, là, tout simplement, parce que après les noms, je vais les enlever. On va avoir besoin de la place. Hein. Il va falloir poser quelques composants. Donc tout ça, ça va disparaître. Tous les noms vont disparaître. Donc là, je vous les donne comme ça tout de suite, là. Moi, comme ça, vous les savez. Mais après, on les vire. Hein. On les vire,
Bon, les détails, au moins comme ça, vous savez à quoi ça sert, vous savez comment ça marche. Donc voilà. Alors normalement, cette vidéo elle devrait être un peu moins longue que la précédente. On va voir, on va essayer de s'adapter. La vue suivante. Alors, la vue suivante. Voilà, donc vous avez vu, j'ai viré tous les noms parce que ben voilà, on va en avoir besoin. Alors le chauffage, on n'y reviendra plus dessus. Hein. Le chauffage, bon, il est là, ok, on sait que voilà, on sait qu'il est primordial. Donc le chauffage, effectivement, c'est une source de panne potentielle. Il faut regarder que il y a bien du chauffage qui se fasse à ce niveau-là. Une chose est sûre, c'est qu'il s'il n'y a pas de chauffage, votre lampe elle marchera pas. Même s'il y a d'autres pannes après là-bas. S'il n'y a pas de chauffage, la lampe ne fonctionnera pas. Ou si la tension est trop faible ou trop importante, enfin bon voilà, ça c'est, je veux dire, mais ça c'est valable pour toutes les lampes. Donc après le chauffage, on n'y reviendra pas dessus, parce que voilà. Et attention, parce que dans certaines TSF, vous avez des lampes qui sont en 6,3 volts en chauffage, mais vous pouvez en avoir d'autres au niveau de la BF qui sont en plus que ça. Hein. J'ai souvenir d'un poste de la marque Philips où la pintode était alimentée en... Il y en a qui sont alimentés en plus de 20 volts, 30 volts hein, dans ces eaux-là. Hein. Je ne sais pas si c'était pas 35 volts, un truc comme ça. Donc voilà, hein, faites-y attention parce qu'il y en a, elles ont plusieurs tensions de chauffage. Alors que les autres, elles sont en 6.3, mais bon, la pintode, il fait, voilà, c'est tout dépend. Tout dépend des caractéristiques des lampes qui sont utilisées dans votre appareil. Ça, c'est inévitable, hein. On ne peut pas avoir tous les cas de figure. Donc on voit un cas général. Alors moi, je vous donne des valeurs de tension. J'ai marqué 250 volts pour la haute tension. Après, voilà, c'est pas forcément du 250 volts. Il faudra adapter à votre schéma à vous. À votre TSF à vous, hein. Ça peut être 230 volts, ça peut être 280 volts, j'en sais rien du tout. Voilà, ça c'est adapté. Hein. Ça c'est une valeur pour dire que là il en faut une, mais après. Donc voilà, donc là ici c'est la haute tension, donc courant continu, hein. Donc qui sort de la redresseuse. Et on vient appliquer cette haute tension par l'anode. En haut, là, l'anode. On vient là-dessus. Et bien sûr, elle va traverser le transfo BF qui est ici. Donc ça va traverser le transfo BF et rentrer dans la lampe par l'anode. Voilà. Ensuite, alors, les 4 pannes potentielles, on verra ça plus tard. Ensuite, voilà. Donc, ici, la cathode. Donc sur la cathode, pour refermer le circuit, en fait, tout simplement, on met une résistance. On passe à travers d'une résistance. Cette résistance, là, c'est ce qu'on appelle la résistance de polarisation de votre cathode. Elle est très importante. Donc on passe à travers une résistance et on revient au 0 volt, donc au 0 volt du châssis tout simplement. Oups, pardon. Et une petite capa ici. En général, c'est des 50 micros, donc une 47 micros, mais ça dépend. Il peut y avoir plus que ça, il peut y avoir des 100 micros. Et ça arrive dans certaines TSF, c'est pas des grosses capas, enfin des grosses capas, ça arrive par exemple que là vous ayez, j'essaye de chercher un exemple concret. Dans certains Philips, on arrive à trouver ou Radiola d'ailleurs, on arrive à trouver une capa ici qui fait 30 microfarads, mais 60 ou 80 volts. Voilà, donc bon. Donc une capa ici. Je vais regarder mes notes parce que je me suis fait un petit fil conducteur, bien entendu.
Et il faut que je regarde ça pour ne pas oublier les choses. Donc cette résistance de polarisation, donc c'est elle qui va polariser votre penthode là, par le biais de la cathode, et ce petit, cette capacité qui est ici, hein. Donc elle va avoir un effet important, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer, c'est elle qui fera passer l'ABF. Voilà, parce que en fait, si on met pas cette capacité là, et ben l'ABF, elle, qui est une tension alternative, bien entendu, eh bien, elle va passer au travers de la résistance, elle sera considérablement freinée par le passage de la résistance, et elle sera trop freinée. Donc, en fait, on rajoute une petite capa de façon à ce que l'ABF passe par la capa, ça court-circuite la résistance, crac, et on a suffisamment de niveau pour pouvoir passer. Voilà. Je regarde, j'oublie rien. On va avancer de toute façon, si j'oublie des choses, on y reviendra, c'est pas grave. Voilà, je zoome un petit peu sur les grilles, là, on va voir un petit peu maintenant comment fonctionne, enfin comment on branche les, comment on branche les grilles, hein, tout simplement. Donc la G1, c'est celle qui est le plus près de la cathode. Donc la G1, ben, tout simplement, c'est votre entrée BF. Donc l'entrée BF, en fait, on rentre par le biais d'un condensateur 22, normalement c'est des 20 nanos, moi j'ai mis 22, mais je crois que c'est des 20 000 picots, hein, il me semble, de mémoire. Bon, j'ai mis... ouais, c'est ça. Donc j'ai mis 22 nanos, enfin bon, peu importe. C'est dans ces eaux-là, quoi. Normalement, habituellement, si votre TSF elle n'a pas été modifiée, c'est des 20 nanos. Voilà, bon. Donc en fait, c'est une capacité de liaison, hein, tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà, rien d'extraordinaire. Donc on va rentrer la BF là-dessus, là, sur ce point. Et en fait, je ne l'ai pas représenté ici, mais j'aurais dû parce que c'est un point important. Là, on va au potentiomètre de volume, à l'avant de votre TSF, potentiomètre de volume, crac, et ben, on arrive là, tout simplement. Donc, c'est là qu'on va régler le débit. Ça peut être une panne potentielle, hein, le potentiomètre. C'est souvent une panne potentielle ça arrive régulièrement, mais voilà, enfin c'est souvent que le potard il crachouille un peu parce que voilà, il a encrassé, des trucs comme ça. Bon, je l'ai pas représenté, j'aurais peut-être dû. Bon, il faut le savoir, hein. Là vous avez donc le potentiomètre qui se trouve ici. Et potentiomètre, donc l'entrée BF au niveau que vous avez réglé sur le potentiomètre, il va traverser ici le condensateur. Vous voyez l'importance de remplacer les condensateurs, hein. Ça c'est des condensateurs goudron la plupart du temps. Condensateurs goudron ne sont pas prévus pour fonctionner 60 ans, hein. Donc c'est à remplacer, hein, systématiquement. Même si effectivement à vide comme ça, la valeur est à peu près bonne. Une fois que le condensateur va se mettre à chauffer, parce qu'il sera traversé par le courant, vous allez voir que la valeur sera plus du tout la même, hein. Bref. Vous vous embêtez pas avec ça, vous remplacez, pas pour ce que ça coûte une capa. Si vous en êtes à regarder le prix des composants pour restaurer une TSF, honnêtement, il vaut mieux aller faire autre chose. Donc voilà, le condensateur de liaison. Lui, s'il est coupé, inévitablement, vous n'aurez pas de BF qui va rentrer dans la penthode, hein. Pas de BF qui rentre, il n'y a rien qui sort, ça paraît logique, hein. Ça n'a rien de magique, hein, une TSF, hein. C'est de la logique, c'est... Voilà, hein, si le circuit est coupé ici, ben... il est coupé. Donc voilà, là ça c'est l'entrée BF. Donc l'entrée BF, elle passe ici, donc sur la G1.
elle va traverser les autres grilles et elle va ressortir ici, sur l'anode. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, on alimente en haute tension, la pentode, on l'alimente par l'anode. Voilà, et là je suis en train de vous dire, la BF elle rentre sur la G1 et elle ressort sur l'anode. Il n'y a rien qui vous surprend? On y reviendra tout à l'heure. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, la G2 maintenant. Donc la G2, eh bien, tout simplement, la G2, on rentre la haute tension ici. Donc c'est forcément la même haute tension que vous avez ici, hein, plus 250 ou autre d'ailleurs. Hein. Ça peut très bien être une autre valeur, hein, je vous l'ai déjà dit, peu importe. Donc on rentre avec la haute tension. En principe, ça arrive très très souvent. La haute tension qui est là, elle est prise directement là, et sur votre schéma, elle est représentée autrement. Moi je l'ai représenté comme ça parce que voilà, j'ai pas voulu. Je voulais faire quelque chose qui soit visuellement le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre. Mais en principe, on verra un bout de schéma après. Mais en principe, c'est vrai que c'est représenté autrement et ça peut être, c'est pris ici. Alors là, en fait, c'est très simple. Donc on arrive avec du 250 volts, on passe au travers d'une résistance qui est en général de l'ordre de 470 kg pour avoir une tension qui tourne entre 80 et 150 volts. Bon, moi j'ai mis 100 volts ici, là. Bon. Et voilà. En fait, il y a très souvent une deuxième résistance qui se met ici. Mais il peut y en avoir qu'une. Mais c'est vrai que souvent, il y en a une deuxième, là, une deuxième résistance qui va à la masse. Bon, j'ai fait simple pour éviter de trop surcharger le schéma. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la G2, là, on lui injecte de la haute tension. Pourquoi? Ben parce que donc je vous ai dit que votre BF, elle arrive ici, là, sur la G1. Donc quand les électrons de la BF vont passer ici, ils vont être accélérés par la G2 qui est alimentée avec la haute tension. Et c'est comme ça qu'on va accélérer le déplacement des électrons. Et donc c'est le principe d'augmentation du volume. Donc on injecte une haute tension là, et ça accélère simplement le passage des électrons. Voilà, c'est pour ça que G3, vous voyez là, ici, G3, vous avez un petit fil vert là. Pourquoi vert? Parce que G3, elle est souvent à la masse. Enfin, elle est même tout le temps à la masse. Et très souvent, G3, c'est à l'intérieur du tube. Elle est reliée directement. Elle est reliée à la cathode ici. À l'intérieur du tube. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il peut très bien y avoir une liaison ici. Il peut y avoir une autre liaison. On y viendra après. Voilà. Donc là, on est vraiment sur tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les électrons, hop, vont traverser G2 à fond les manettes. Et ben, y a certains électrons qui vont se cracher lamentablement dans la grille. Hein. Et ben, pour éviter les retours ici, hop, et que ça il foute la pagaille et faire un bouclage qui serait pas souhaité, et ben là on va rajouter une petite capa. Elle est pas là, voilà, elle est là la capa. On va simplement rajouter une petite capa, hop, qui va renvoyer ces électrons là, qui viennent percuter la G2, hop, ça écoule ça à la masse, tout simplement, petite, de la même valeur que celle-là, hein. Voilà, c'est, ou peut-être un peu plus, mais bon, c'est pas important. Enfin si, sa présence est importante. Donc voilà. Donc sur la vue suivante. Voilà. Donc sur la vue suivante.
Euh, c'est dommage, là, j'aurais dû la laisser, la capa, mais bon, elle y sera sur la vue suivante. Donc là, en fait, je vous ai expliqué, on zoome un peu, je vous ai expliqué un petit peu, donc chemin de l'intensité, on rentre la haute tension, hein, donc le chemin c'est, hop, le fil bleu, là, on traverse la bobine, là, hop, traverse la pintode, et on repart au châssis, et ainsi de suite, on boucle. Voilà, donc ça, c'est le chemin de l'intensité. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Voilà. Sur la vue suivante, je vous ai fait le chemin de l'ABF, représenté ici en vert. Donc l'ABF, on rentre sur G1, on traverse la pintode avec amplification. De là, on passe dans le transfo BF et on boucle. Hop. Alors on boucle non, pas vraiment en fait. Justement. Parce que si on boucle, eh ben, il y a ce qu'on appelle un phénomène de saturation de la pintode. Et mais on y reviendra aussi, on y reviendra dessus. Il faut pas boucler justement. Voilà. Donc sinon, ben, on amplifie et vous avez un phénomène de Larsen, tout simplement pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on rentre sur G1, on traverse la pintode, hop, on ressort sur l'anode, on traverse le transformateur, et forcément, comme c'est un transformateur ici, on est sur le primaire, et ben on ressort sur le secondaire du transfo BF, et la tension qui sort ici sur le secondaire vient exciter le haut-parleur. Alors en général, là, je vous ai mis une petite capa de 5 nanos. Alors, il faut la remplacer par du 4,7 par exemple. Cette capa là va avoir un effet de filtrer justement sur le transfo, sur le primaire du transfo. C'est pour éviter tout ce qui est signaux parasites. Ouais, donc les signaux parasites, eux, pour éviter qu'ils viennent perturber sur l'enroulement là et qu'on les entende sur le secondaire, et ben on les court-circuite ici. Et comme ça, on les entend pas dans l'ABF. Alors ça, c'est une panne potentielle. Mais les pannes potentielles, c'est vrai qu'on y reviendra après. Voilà. Donc en fait, ici, vous avez du 250 volts permanent qui traverse le transfo. Et ben lui, c'est pareil, hein, il est soumis pareil à la tension permanente. On avance un petit peu. Voilà justement les pannes potentielles. Alors, comme je vous expliquais, donc les pannes potentielles, on va reprendre le transformateur. Donc le transfo, il est soumis à la haute tension en permanence. Donc c'est des bobinages qui chauffent. Et forcément, avec le temps, eh ben, voilà, il faut contrôler que le bobinage ne soit pas coupé. Ce genre de petits condensateurs là, de 5 nanos, c'est souvent aussi qu'ils sont complètement nazes. Parce que c'est pas prévu pour fonctionner 60 ans. Enfin, ça arrive quand même qu'ils soient pas coupés, hein. Mais bon, la valeur est plus très exacte et en fait, il remplit plus vraiment son office. Donc, si vous avez un ronflement énorme sur l'ABF, regardez un peu de ce côté-là. Pas que, mais regardez de ce côté-là. Mais ça, systématiquement, il faut les changer, il faut pas se prendre la tête. Donc, c'est important. Donc, le transfo, cette capacité. Ici, il est important aussi de contrôler cette capacité-là. Parce que je vous expliquais que celle-là, elle a un rôle important. Voilà, donc ça va être important de la contrôler, de la remplacer même, j'aurais tendance à dire. Et contrôler votre tension qui est ici. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont aussi importantes. Mais en principe, la résistance qui est là, c'est des résistances, c'est des grosses résistances, c'est assez fiable quand même. En principe. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai marqué donc là sur l'entrée BF, le 22 nano là, ça paraît logique, on en a déjà parlé, donc il est à remplacer de toute façon. Ça c'est clair, net, précis.
Mais des fois, même quand on le remplace, ben, ça peut arriver de tomber sur une capacité neuve ou qui est défectueuse ou quoi que ce soit. Donc ça peut être une panne potentielle. J'ai marqué le potard du volume là. Et le potard du volume, il faut savoir que juste avant le potard du volume, vous avez aussi un sélecteur. Et le sélecteur, ça peut être aussi une source de panne. Par contre, vous pouvez très bien ici venir alimenter, si vous n'êtes pas sûr du chemin avant, parce que il y a le pick-up, hein, donc il y a un sélecteur qui va passer du pick-up à la radio, et qui sera juste avant le potentiomètre. Donc voilà, ça va être aussi important de le regarder. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr, il y a un truc tout simple que vous pouvez faire hein, avec un générateur BF si vous avez ça. Venez alimenter ici avec le générateur BF et vous voyez le signal qui sort de l'autre côté. Enfin, vous écoutez simplement le signal s'il sort de l'autre côté. Et du coup, voilà, ça vous donne une idée. Donc cette capa importante. La capa de filtrage qui est ici est importante aussi parce que sinon vous allez entendre des tac, 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 tac. Vous allez entendre des trucs un peu bizarres, des bruits suspects. Donc à changer. La résistance qui est là en principe elle est assez fiable aussi. C'est une résistance donc 470K, c'est assez fiable. Il y a l'autre là que j'ai pas représenté mais qui peut être aussi à la masse là. Mais par contre ce qui va être important c'est la tension qui se trouve ici. Pour ça que j'ai marqué cette résistance qui est à contrôler. La tension qui se trouve ici est importante. Elle est importante parce que si votre tension qui est là, du fait que la résistance justement elle est plus bonne quand elle chauffe notamment, hein. Parce qu'à froid il y a des chances pour qu'elle soit dans les tolérances plus ou moins, mais quand elle va se mettre à chauffer, ça arrive hein, que voilà sa valeur elle se modifie et du coup vous trouvez ici qu'une tension qui est trop importante au-delà de je sais pas moi 180 volts, un truc comme ça. On va saturer G2 et l'ABF marchera plus. Ou alors à l'inverse, complètement à l'inverse, ça arrive aussi. On va descendre sur des tensions en dessous de 50 volts, 40 volts, 30 volts. Alors là, on n'alimente pas assez G2, donc il n'y a pas assez de courant qui vient exciter les électrons et du coup on n'a pas assez de BF, les électrons traversent plus la pintode, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de BF, on n'a pas assez de tension à ce niveau-là. Et du coup voilà ça. Du coup ça veut pas. Alors un truc qui est important justement, c'est pour ça que vous avez une résistance de polarisation ici, c'est que pour que ça fonctionne correctement, il faut qu'il y ait une différence de tension entre la cathode et G1. C'est très important. Voilà, donc faire attention à la tension qui est là, faire attention à votre tension qui est ici. Et puis voilà. Sans vouloir trop rentrer dans les détails et faire quelque chose d'extrêmement compliqué, on a à peu près fait le tour du sujet. Donc ça c'est la version simple. On va essayer de voir un petit peu une autre version maintenant. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors il faut savoir que sur certains montages, donc là on a vu une pintode, mais sur certains montages vous avez un étage précédent, un petit étage de préamplification. C'est-à-dire que le niveau BF il est peut-être pas assez important pour pouvoir avoir un niveau d'amplification correct. Donc en fait ce qu'on fait, on rajoute un étage de préamplification avant tout ça. Mais dans certaines lampes comme celle-là, ce petit étage de préamplification il est déjà intégré dans votre lampe. Donc vous avez une lampe, et dans la lampe en réalité vous avez deux lampes. Vous avez la pintode là, qui est exactement ce qu'on vient de voir, et vous avez ici une petite triode qui va servir d'étage de préamplification. Voilà, ça va augmenter le signal BF suffisamment pour que vous ayez déjà un niveau BF qui soit correct pour pouvoir exciter la pintode. Parce que si votre niveau il n'est pas suffisant, comme notamment ce qui sort des pick-up, c'est très très faible, hein, en principe ce qui sort des pick-up, bon si le niveau BF il n'est pas suffisant, forcément l'amplification ça va amplifier, mais que dalle quoi, pas assez.
Donc pour qu'il y ait un niveau sonore qui soit correct, il faut que le niveau d'entrée soit quand même d'un certain niveau. Et en dessous d'un certain seuil, eh ben, l'amplification se fait, mais très faiblement. Ça reste limite pas audible. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un petit étage de préamplification qui parfois, qui est intégré dans les lampes, les lampes des années 60-70, là en principe, vous avez ça. Hein. Mais dans des TSF qui sont plus anciennes, vous pouvez très bien avoir 2 lampes. Donc ici, vous voyez le potard là, il est ici, le potentiomètre de volume. Donc vous avez le potentiomètre de volume qui est représenté, crac, on arrive sur la grille, on ressort sur l'anode, on passe par le biais de cette capa qui est ici, hop, et on arrive sur G1, exactement comme tout à l'heure. Alors on va pas redétailler la pentode, hein, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on vient de voir. Hein. On arrive sur G1 ici. Vous avez ici la cathode, la résistance de polarisation qui est ici, la fameuse kappa que je vous expliquais tout à l'heure qui est là. Voilà. G2 qui est alimenté par la haute tension. Donc la haute tension, ici vous avez la EZ80 qui fait de la haute tension en courant continu, crac, vous voyez, regardez. Hop, on passe bien par le transfo et on arrive à l'anode. Et regardez ici. Hop, ce que je vous disais tout à l'heure. On traverse cette fameuse résistance qui est une 1 watt qui va faire chuter votre tension ici à 100 volts. Et voilà. Et on arrive sur G2. Et on a bien 100 volts. Tout simplement. Et ici, vous voyez la G3 qui est reliée sur la cathode. Donc ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Hein. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que nous, sur ce qu'on vient de voir, eh ben, la BF là, qui est ici, là, qui vient du potentiomètre, elle rentre ici. Là. Elle rentre sur la G1. Et donc là, tout simplement, comme on a rajouté un étage de préamplification, ben, au lieu qu'on passe par le volume, eh ben, on passe par l'anode, c'est-à-dire la sortie de la triode. Donc c'est l'anode de la triode qui arrive ici, sur G1. Parce qu'on a un premier étage d'amplification qui se fait ici. Premier étage, hop, on a un niveau, hop, on rentre sur la pentode, crac, deuxième étage, on a un niveau BF qui est bon. Alors ça, c'est voilà, hein, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Hein. Les pannes potentielles, elles sont là. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Donc on peut faire des étages d'amplification comme ça, on peut en faire 3 même si on veut à la limite. Hein. Bon après ça sert un peu à rien d'en faire 3, mais je veux dire par là, si on reste sur le plan uniquement théorique, on peut très bien en faire 3 et à chaque fois il y aura des pannes potentielles qui peuvent arriver. Capacité de liaison ici, hein, entre la triode et la pentode, hein, ici. Tiens, triode 3 éléments, pentode 5 éléments. Voilà, pentode, triode. Capacité de liaison, là, ici, qui est donc la sortie de la triode sur l'anode. Hop, si cette kappa elle est coupée, bah, vous n'aurez pas de BF, tout simplement. Voilà, donc la capacité de 40 nanos qui est ici. Et mais voilà, cette kappa, elle est importante. Voilà, ici vous avez une tonalité au travers d'un condensateur de 2,2 nano. On fait varier la résistance. Voilà, elle va couper certaines fréquences pour pouvoir avoir plus ou moins d'aigus, tout simplement. Donc là vous avez un potentiomètre qui peut causer problème, tout simplement parce qu'il est encrassé, et vous pouvez avoir ici cette capacité qui vous pose problème. Alors en admettant que cette capacité elle soit coupée, ou en court-circuit, peu importe, bon, ça n'empêchera pas la BF de fonctionner. Vous aurez ou du tout grave ou du tout aigu, selon s'il est coupé ou s'il est en court-circuit, mais enfin ça n'empêchera pas de fonctionner.
Ou alors, il faudrait que le potard soit en court-circuit et le condensateur en court-circuit. Hop, ça vous mettrait le circuit à la masse. Donc là, effectivement, vous n'auriez pas de BF. C'est quand même plutôt rare. Hein. C'est quand même plutôt rare, mais bon. Il y a peu de chance. Mais disons que ça, à la limite, pour vous ôter le doute, eh ben, vous pouvez très bien ici dessouder cette capacité et la laisser en l'air, comme ça, le temps de tester votre montage. Comme ça, votre BF, eh ben, craque, vous voyez, si elle traverse si elle arrive ici sur l'excitation, hein, donc à travers le potentiomètre. Alors voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, la prise stéréo, parce qu'on doit être, je crois, si c'est pas, ça doit être un ampli de guitare, ça, pas sûr, mais enfin bon, c'est la même chose dans une TSF. L'entrée, non, je sais pas. Bon bref, on s'en fout. L'entrée pick-up qui est ici, ou l'entrée radio, et, éventuellement, bon là il n'y a pas de sélecteur, mais si on rajoute un sélecteur, ben voilà. Si on rajoute un sélecteur, et ben vous avez une panne potentielle aussi au niveau du sélecteur. Si la BF elle traverse pas le sélecteur, elle viendra pas ici exciter la lampe BF et du coup ben voilà, il y aura pas de BF en sortie. Donc ça c'est quand même un point important. Ou la radio ou le pick-up. Voilà. Mais éventuellement vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, avec soit une source extérieure, une source audio, hein, ça peut être une source audio extérieure ou tout simplement un générateur BF. Donc là on regardera pas le signal au scope, mais vous l'entendrez auditivement, ça peut vous aider. Voilà, c'est une astuce que je vous donne comme ça. Mais et puis vous remontez la chaîne d'amplification. Vous voyez déjà là sur l'anode de la triode, si vous avez de la BF, et vous remontez votre chaîne d'amplification tout simplement. Voilà, je vais vous montrer un autre bout de schéma. Ben, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Enfin, pas de différence. Forcément un peu de différence, mais voilà. Hein. C'est donc la haute tension qui arrive ici. Bon bah là c'est une diode. Une vraie diode. Vraie diode. Non, c'est con ce que je dis. Une diode tout simplement. Donc on arrive avec la haute tension, vous voyez quand on traverse bien de nouveau le fameux transfo et on arrive sur la note de la pentode. Voilà, vous avez la pentode qui est ici, vous avez la triode qui est ici, et vous avez le chauffage qui est ici. Voilà. Là vous avez le potentiomètre de volume qui va traverser votre petite capa de liaison, crac, qui va venir ici sur la G1 de la triode. On sort sur l'anode de la triode, hop, on arrive là, petite capa de liaison, là elle est de 20 nanos seulement. Tout à l'heure sur le schéma précédent, elle était de 40 nanos, là elle est de 20 nanos. Bon, vous avez ici, hop, une petite résistance, on arrive sur J1, c'est bien l'entrée BF, on arrive sur J1 et on fait notre amplification, et bon voilà. Tout simplement, vous voyez ici, là sur la G2, là on a 200 volts. On a 220 volts en haute tension, une résistance, hein, on a 200 volts sur ce montage, c'est fait comme ça, bon. Donc ça fait partie des choses importantes à contrôler. Voilà. Voilà. Schéma suivant, bon pareil, hein, même topo. Hein. Alors je vous ai quand même sélectionné des schémas parce que j'avais trouvé des schémas un peu bizarres. En fait c'était des autotransfos là. Oh là là, ça c'est des trucs, je vais pas vous montrer ça parce que... Donc là on est bien sur des transfos avec un primaire, un secondaire et tout, mais faites gaffe parce que notamment des amplis de guitare, il y en a qui sont montés des fois, oulala, si vous grattez un peu dans les amplis BF, faites gaffe parce que des fois il y a des trucs, c'est un peu louche comme truc, mais bon. Donc là pareil, le Z80, donc c'est la redresseuse, vous voyez la haute tension, ça c'est le filtrage de votre haute tension, mais ça on l'a vu dans la partie alimentation. Donc on arrive ici, on traverse bien toujours le transfo BF, hein, et puis on arrive sur l'anode. On retrouve exactement la même chose, on va pas redétailler ce schéma, c'est le même que l'autre, hein, on retrouve exactement, enfin c'est le même que l'autre. Là, la lance, c'est une ECL 86. Tout à l'heure, on était sur une 82. Bon, enfin, à part un peu des tensions qui peuvent différer, des trucs comme ça.
voyez bien que le principe est le même, hein. Le principe est exactement le même. On a G3 qui est relié sur la cathode, G2 qui est alimenté par la haute tension ici, G1 c'est l'ABF. Alors là vous voyez l'ABF là, donc vous avez la penthode, la triode, donc sortie de l'anode de la triode on passe par une capacité qui est de 100 nanofarad et hop on arrive sur J1. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des valeurs qui peuvent différer un peu. Le potentiomètre de volume qui est ici. Bon, bah vous voyez, on a même le grave aigu qui est là. Après voilà, ça reste la même chose, hein. Ça reste le même principe, avec peut-être des petits trucs en plus. Ça devait être, je pense, un ampli BF, parce que je vois c'est marqué prise mono. Je pense que ça c'est un amplificateur BF de pick-up. Bon, enfin on s'en fout, c'est un ampli BF de toute façon. Voilà, et puis bon, bah, voilà, dernier schéma. Ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Voilà, donc hop, la haute tension qui est redressée là sur une diode, 220 volts. Hop, 200 volts sur la G2. Voilà. C'est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va pas y revenir dessus. J'avais dit que je ferais une vidéo qui serait moins longue, je suis déjà à 41 minutes. Bon, je crois que c'est raté pour la vidéo moins longue. Voilà, enfin de toute façon on a fait le tour là. Je vais simplement revenir sur voilà, les trucs potentiels à contrôler. Hein. On finira là-dessus. Donc contrôlez bien tout ça. De toute façon... Bon, vous avez vu, ça reste simple, c'est pas très compliqué, même quand on cherche un petit peu, donc là vous avez vu certains éléments, mais quand on cherche au niveau d'un schéma, on arrive à retrouver des trucs, on arrive à retrouver des choses. Alors bien sûr, là sur la haute tension là, qui est appliquée sur G2, comme je vous ai dit, parfois il y a une deuxième résistance qui est ici et qui est à la masse. Bon, voilà, il y a des petites variantes, mais sur le principe, on arrive quand même à retrouver les choses. Donc, ça donne déjà une base pour pouvoir avancer dans le dépannage. Et donc, au niveau du dépannage d'une TSF, quand vous avez fait votre alimentation, l'alimentation plus la partie BF, donc ce qu'on vient de voir aujourd'hui, là, bon, bah déjà, votre poste, il fonctionne. Enfin, il fonctionne parce que vous avez du son. Alors, il fonctionne parce que vous pouvez par exemple amplifier la prise pick-up. Vous rentrez avec un petit poste FM ou n'importe quelle source audio sur le pick-up. Hop, vous avez une amplification. Donc vous savez que votre poste déjà là. Vous avez 50% du dépannage qui sont faits. Vous avez l'alimentation qui est correcte. Vous avez l'amplification BF qui est correcte et qui fonctionne, qui est opérationnelle. Tout l'étage HF après, bon c'est autre chose. Je ne veux pas dire que c'est plus simple, c'est pas vrai. Mais bon voilà, vous avez fait 50% du boulot. Le reste après, on peut arriver dans la partie HF, on peut arriver à retrouver des choses. Pas plus facilement, peut-être pas, mais c'est vrai que quand on a l'habitude, après, oui, on peut dire que c'est pas plus facile, non, c'est pas vrai. C'est pas plus compliqué non plus, d'ailleurs, c'est faux, mais voilà, là, vous avez fait 50% du boulot, et après, en principe, on y arrive bien, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, vous avez vu un petit peu... donc la partie BF. Dans la prochaine vidéo, on sera, j'espère, moins longue. Putain, plus je dis que c'est moins long, et plus c'est long. Faut que j'arrête de dire ça. Enfin bon, voilà, la prochaine vidéo, on essaiera de faire, de voir. On reverra un petit peu l'ampli BF s'il y a besoin. On parlera petite loi d'ohm. Petite loi comme ça. Je l'avais déjà fait une vidéo qui est présente sur la chaîne F4KJU, donc j'essaierai de faire quelque chose adapté pour cette chaîne là.
Qu'est-ce qu'on verra d'autre aussi? Oui, on essaiera de se repérer sur un châssis. Savoir où sont ces éléments, justement, ce qu'on vient de voir. Tout simplement parce qu'on a fait l'alimentation. Donc le transfo, ça tout le monde sait reconnaître un transfo, bon voilà. Mais où se trouve la redresseuse, où se trouve l'ampli BF. Voilà, c'est arriver à se repérer sur un châssis, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Alors je vais essayer, pour la prochaine vidéo, vous ne serez pas sur un écran comme ça, vous serez sur des vrais châssis, donc je vais essayer de vous montrer 2-3 châssis, et puis on essaiera de voir un petit peu, de voir ça, puis après on compliquera un petit peu les choses avec un 4e ou 5e châssis, mais différent. Et on essaiera de voir, on essaiera de se repérer, pareil. On essaiera de retrouver des petits points qui vous donnent des... Vous verrez, c'est très simple, hein, ça paraît peut-être compliqué comme ça, mais en fait, en réalité, c'est vraiment très très simple. Hein. Quand on a l'habitude, qu'on a un peu l'œil exercé, crac, on sait exactement où sont les choses, ça va assez vite. Ça veut pas dire que des fois, on se fait pas avoir. Ça arrive, mais voilà, après, c'est une habitude. Bon, et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre patience. J'espère avoir été clair dans mes propos. Si jamais il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas. Posez des questions. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Salut!